Bon, donc, vous avez donc vu que le thème de cette réunion de débat était donc contre l'extrême droite, contre la montée des idées réactionnaires, quelle réponse internationaliste, quelle réponse du mouvement ouvrier. Alors, la faillite du capitalisme et l'offensive des classes dominantes contre les travailleurs et les peuples sont en train, là, de créer les conditions sociales et politiques de processus qui sont lourds de danger et qui s'expriment partout dans le monde, on le voit, par la montée de multiples formes de populisme, d'extrême droite, et leur arrivée aussi au pouvoir dans pas mal de pays. Et ces processus, ils se déroulent dans un contexte où l'affrontement de classes, il prend une dimension mondiale et surtout il s'exacerbe entre les forces réactionnaires qui sont à l'offensive partout, sous les formes que je viens de dire, mais la montée des intégrismes religieux, etc., et les luttes démocratiques et progressistes des classes exploitées. Alors cette évolution de la situation mondiale, elle n'est pas sans évoquer les années 30, la montée du fascisme en Allemagne, le militarisme, la marche à la guerre, et c'est des similitudes qui sont assez inquiétantes, et puis surtout un danger bien réel. Et la faillite capitaliste, elle reproduit aujourd'hui les mêmes mécanismes de la lutte des classes, de ces mécanismes qui ont été à l'œuvre dans les années 30 et qui, bien que aujourd'hui se manifestent sous d'autres formes ou se manifesteront sous d'autres formes, mais en tous les cas on les voit se reproduire, mais dans un monde, et c'est ça qu'on essaiera de discuter, qui est profondément aujourd'hui transformé, qui est bouleversé, tant sur le plan technologique et scientifique, que des forces sociales aussi et de la lutte des classes, c'est-à-dire dans un monde aujourd'hui qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était dans les années 30. Alors le fascisme tel qu'il s'est développé justement à l'époque, il appartient à un passé qui n'existe plus, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas important de revenir sur l'histoire pour en tirer justement les leçons et que les mêmes enchaînements ne se reproduisent pas. Ça a été des enchaînements dramatiques. Alors, tout le monde parle de fascisme, sans souvent définir de quoi on parle, et ça entraîne beaucoup de confusion. Alors, le fascisme, ce n'est pas un concept politique hors du temps, abstrait, mais c'est le produit de la lutte des classes, et c'est ces luttes de classes dont on va discuter là. Et pour comprendre justement dans quelles conditions le fascisme est arrivé au pouvoir en Allemagne dans les années 30, et ensuite poursuivre le développement des révolutions et des luttes de classe qui ont conduit au capitalisme financier mondialisé qu'on connaît aujourd'hui, et dont la faillite nous entraîne dans les mêmes mécanismes et avec des mêmes menaces, mais dont les réponses sont toutes à repenser et ne seront forcément pas les mêmes que celles de l'époque historique du fascisme. Donc pour le retour sur cette histoire qu'il faut comprendre, donc je laisse la parole à François. Donc moi je vais revenir d'abord sur cette période de l'entre-deux-guerres, donc qui a donné naissance au fascisme et qui est d'abord caractérisée par une lutte à mort entre les puissances impérialistes concurrentes pour se partager le monde, et en même temps face à un mouvement ouvrier qui est puissant et révolutionnaire. Et ça va être vraiment le premier point sur lequel je veux insister, parce que sinon c'est impossible de comprendre le phénomène du fascisme à ce moment-là, si on le détache de cette situation historique et de ce contexte. Alors faute de temps, on va uniquement parler de ce qui s'est passé en Allemagne, mais il y aurait bien d'autres pays où ce phénomène a eu lieu et qui vaudrait le coup d'être abordé, mais là ça va être un peu juste. Donc une lutte à mort, je disais, à travers deux guerres mondiales essentiellement, 14-18 et 39-45, qui constituent en réalité une seule et même grande guerre entre les grandes puissances capitalistes. Lénine résumait cette situation en disant « Tout se résume au fait que le capital a atteint des dimensions gigantesques, avec des associations entre un petit nombre des plus grands capitalistes qui gèrent des milliards et qui se partagent le monde entier. Toute la surface du globe a été répartie, et la guerre est provoquée par le conflit entre deux très puissants groupes de milliardaires,
le groupe anglo-français et le groupe allemand pour un nouveau partage du monde. C'est là la vérité toute nue, habillée de toutes sortes de mensonges bourgeois sur la guerre de libération, sur la guerre nationale, sur la guerre pour le droit et la justice, et tout un tas de breloques dont les capitalistes se sont toujours servis pour tromper le peuple. Alors, ce résumé brillant, on connaît les conséquences de cette situation, l'horreur de cette première guerre mondiale, une boucherie qui a fait près de 20 millions de morts, laissant un monde exsangue qui va être frappé ensuite par des épidémies et des famines qui feront à peu près autant de victimes. Alors, pour enrôler des millions d'ouvriers et de paysans dans le conflit, les bourgeoisies avaient développé une propagande chauvine et nationaliste intense et permanente. Alors, si je prends le temps de revenir un peu là-dessus, c'est pour comprendre aussi ce qu'est devenu le mouvement ouvrier à cette époque, parce que les bourgeoisies, elles avaient réussi aussi à intégrer l'essentiel du mouvement ouvrier. Entre électoralisme politique et routine syndicale, eh bien, ça avait contribué à donner du crédit aux illusions d'une transition pacifique du capitalisme vers le socialisme, et ça avait produit des appareils et une couche de dirigeants qui renonçaient dans les faits aux perspectives révolutionnaires. Alors quand la guerre de 14 éclate, dans tous les pays, la majorité de ces dirigeants, notamment ceux de la Deuxième Internationale, qui promettaient encore peu avant de mener guerre à la guerre, en fait elles se rallient aux unions nationales. Exception faite donc du parti bolchevique en Russie et de quelques minorités dans quelques pays. En France, par exemple, les dirigeants socialistes et les dirigeants syndicaux de la CGT, ils vont rejoindre le gouvernement de guerre juste après l'assassinat de Jaurès. Alors malgré ces trahisons, c'est pourtant bien la classe ouvrière et la paysannerie pauvre qui ont imposé, 4 ans après, l'arrêt de la guerre. Par leurs soulèvements, qui ont commencé assez rapidement en fait pendant la guerre, les grèves, les mutineries et leur révolution. Alors une révolution ouvrière victorieuse en Russie en octobre 17, et dont le gouvernement bolchevique a mis aussitôt en œuvre sa promesse de se retirer de la guerre, et puis une révolution aussi en Allemagne en octobre 1918, qui renverse l'empire du Kaiser, qui instaure la République, mais qui sera contenue et écrasée par l'alliance entre les dirigeants socialistes, l'armée et les groupes paramilitaires des corps francs qui exécutent Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. L'ordre règne à Berlin, écrit Rosa Luxembourg juste avant d'être assassinée. En fait, les affrontements révolutionnaires en Allemagne vont durer jusqu'au début des années 20, et il y a toute une vague révolutionnaire avec l'appui de la Troisième Internationale communiste qui va toucher une grande partie de l'Europe, l'Italie, l'Espagne, la Hongrie, sans pour autant être victorieuse et sans pouvoir donner le coup fatal au capitalisme. Mais ce coup d'arrêt imposé par les luttes du mouvement ouvrier, par les luttes de la classe ouvrière, qui a imposé aux bourgeoisies et à leurs États d'arrêter la guerre, mais en même temps, ça n'a rien réglé. La fin du conflit a entériné les rapports de force entre vainqueurs et vaincus, avec le traité de Versailles, mais le partage du monde qui est décidé ne fait en fait que préparer une exacerbation de la concurrence entre les puissances. Les contradictions économiques, la concurrence entre les monopoles, entre les États, l'accès aux richesses coloniales, le pillage des marchés d'Afrique et d'Asie, mais en fait, tous les facteurs qui avaient débouché sur la Première Guerre mondiale sont là et ils en préparent de fait une deuxième. Alors ça va s'aggraver encore par l'expansion des folles années 20, l'inflation incontrôlée, la spéculation, le crédit, qui vont provoquer quelques années après la plus grande crise jamais connue, en octobre 29, à New York, le cœur financier de l'économie la plus dynamique, et le krach va contaminer toute la planète par les liens du commerce international et de la circulation financière, et une grande dépression, une immense récession va s'étendre. Tous les États sont frappés par l'explosion du chômage et de la récession, et y mettent en œuvre des mesures pour sauver les profits de leur bourgeoisie, sauver les banques et le capital financier en faillite, quoi qu'il en coûte, on dirait aujourd'hui, mettre en œuvre des politiques durcissant l'exploitation pour tirer plus de plus-value du travail. Et c'est vraiment dans tous les États. Aux États-Unis, ça sera le New Deal, enfin, vraiment partout. Et en même temps, ça va être le chacun pour soi de chaque pays qui va se traduire par une montée du protectionnisme au nom des prétendus intérêts nationaux qui ne sont que ceux des capitalistes. Alors, nombre d'États ferment les frontières au commerce international, imposent des droits de douane plus élevés pour protéger la production nationale, ce qui se retourne contre les classes populaires qui subissent la hausse des prix. Le résultat,
c'est que finalement, toute cette surenchère protectionniste va aggraver encore plus la crise, exacerber la concurrence internationale, les tensions militaires, et c'est autant de pas supplémentaires vers la marche à la Seconde Guerre mondiale. Alors si je prends le temps de mettre un peu tous ces éléments, c'est parce qu'en fait ils ont percuté de la façon la plus brutale l'Allemagne, là où va naître donc le fascisme. Le développement économique de l'Allemagne, qui est démilitarisée et interdite d'expansion depuis le traité de Versailles, eh bien ce développement il étouffe dans ses frontières nationales. Le pays, de fait, va être un des plus brutalement, je le disais, percuté par la crise mondiale de 29. Il a une industrie puissante et dynamique qui est frappée de plein fouet par le krach financier, le recul du crédit, la récession. Sans colonies, volées et humiliées par les vainqueurs de 14-18, finalement, l'alternative pour la bourgeoisie allemande, c'est soit de se laisser étrangler, soit de se battre pour se tailler une nouvelle place dans l'arène économique mondiale. Et assez rapidement, ce problème va être posé, y compris par Hitler, qui, dans Mein Kampf, en 1925, écrit, je le cite, « L'Allemagne deviendra une puissance mondiale ou cessera d'exister ». Alors son projet délirant qu'il développe, c'est d'unifier une grande Allemagne pour ensuite dominer l'Europe et enfin concurrencer les USA. Et en 1925, la bourgeoisie allemande ne se reconnaît pas dans cette folie qui plongerait le monde dans un conflit d'une ampleur jamais vue et quelques années à peine après 14-18. À ce moment-là, le parti nazi, c'est encore vraiment un tout petit parti. Alors, en novembre 1923, c'est connu, Hitler, paraît-il inspiré par le succès de la marche sur Rome de Mussolini l'année d'avant, a tenté un putsch pour prendre le pouvoir dans une brasserie à Munich qui va tourner au fiasco. C'est pas complètement une farce non plus, parce que ça n'a pas lieu dans un ciel serein. Il y a une vraie crise politique et économique qui démarre déjà bien avant 29 en Allemagne, et il y a déjà des fractions minoritaires qui sont prêtes au coup de force. Alors, putsch, coup de force, on voit bien les images qu'on a du fascisme, des milices en armes, en uniforme, etc. En fait, c'est pas Hitler, pas plus que Mussolini qui ont inventé ces bataillons d'hommes en armes. Ils étaient tout prêts, ils étaient là, présents depuis la fin de la guerre, au sein de la société civile. C'était l'héritage de 14-18 dans les pays où la mobilisation avait été générale. En fait, il y avait des milliers de desperados, plus ou moins pensionnés, des corps francs en Allemagne, des croix de feu en France, des arditi en Italie, formés à l'esprit du corps, aguerris au feu, d'autant plus prêts au combat qu'ils avaient perdu tout rôle social, désœuvré et rejeté par la société. Alors les mouvements fascistes ont cherché à leur redonner une fierté, à coup de mythologie nationale, de chauvinisme revanchard, pour les utiliser contre la classe ouvrière, l'écraser ou la soumettre. Et en fait, c'est ce qu'a fait le parti nazi en fondant les sections d'assaut, la SA, dès 1921, donc très rapidement, en recrutant une partie de ses troupes existantes comme une force à son service, au prix de quelques uniformes et d'une petite solde. Alors en Allemagne, après ce putsch raté de novembre 1923, l'État bourgeois, qui est présidé par un socialiste du SPD, sera particulièrement clément, avec des peines très légères pour Hitler et ses sbires. Moins d'un an après, Hitler est libre, et il engage son parti dans la voie électorale, alors que dans le même temps, un nombre de militants communistes subissent une répression des plus sévères, voire même des condamnations à mort pour atteinte à l'État. Alors le programme d'Hitler, un mot là-dessus, c'est un ramassis de toutes les démagogies, un discours accusateur qui convenait très bien aux classes condamnées, à la soif de vengeance du soldat humilié. C'est un discours qui lui permettait de rassembler toutes les formes de mécontentement. Et sur ce point, Hitler n'a rien inventé, il a emprunté au fascisme italien la démagogie cyniquement revendiquée par Mussolini, je cite Mussolini. « Nous nous offrons le luxe d'être à la fois aristocrates et démocrates, conservateurs et progressistes, réactionnaires et révolutionnaires, légalistes et illégaux, suivant les circonstances de temps et de lieu, et suivant le milieu où nous sommes contraints de vivre et d'agir. » Donc réellement, un programme pour tout le monde, selon à qui on s'adresse, pour rassembler tous les mécontentements. Alors à ce fascisme de Mussolini, Hitler va ajouter une démagogie raciste exacerbée pour que, je cite, la petite bourgeoisie paupérisée
Alors, je cite une expression de Trotsky, hein, pour que la petite bourgeoisie paupérisée s'enivre de contes sur les mérites particuliers de sa race, comme l'aristocratie ruinée trouvait avant consolation dans la noblesse de son sang. Hein, donc il y a toute une démagogie comme ça, il promeut la religion du sang véritablement allemand, mais là aussi il n'invente rien, puisqu'il emprunte ce racisme biologique à un Français ultra-réactionnaire, Gobineau, qui avait écrit un essai sur l'inégalité des races une 50aine d'années avant. Alors l'antisémitisme, bien sûr, qui sert à se donner l'image d'un parti contre le grand capital, en prétendant que le capital bancaire et usurier était détenu par la grande bourgeoisie juive. Un antisémitisme qui rejoint en même temps son anticommunisme, puisque Hitler, par exemple, écrivait « Nous devons considérer le bolchevisme russe comme une tentative de la part du judaïsme de s'arroger le leadership du monde au XXe siècle. » Donc, on regroupe tous les ennemis dans un... Voilà. Alors, contrairement à ce qui est beaucoup répandu, le caractère prétendument socialiste du Parti national-socialiste ne visait pas la classe ouvrière, mais plutôt les aspirations des classes moyennes qui se pensaient socialistes dans la mesure où elles avaient subi de la part de la grande bourgeoisie une relégation, une exclusion, un déclassement. Hein. En réalité, c'est surtout le nationalisme, c'est-à-dire la haine du prolétariat et de la révolution qui prenait le dessus et qui était une haine du prolétariat et de la révolution parce que cette révolution et ce prolétariat étaient accusés d'être responsables de la défaite de l'Allemagne en 1918. Alors, avant d'arriver au pouvoir, le parti nazi, le NSDAP, ne gagne presque pas de voix dans la classe ouvrière et il compte moins de 3% d'ouvriers dans ses rangs. Et il combat physiquement, avec sa SA, les grèves et les organisations ouvrières. Par exemple, en 1928, aux élections nationales et législatives, il n'obtient que 2,6% des voix, 800 000 voix sur 41 millions de votants. Et à ce moment-là, il n'a pas du tout de quoi apparaître comme un instrument utile pour les intérêts de la grande bourgeoisie industrielle et financière. Pour cette grande bourgeoisie, à ce moment-là, tout le problème est d'abord de faire face à une classe ouvrière qui s'est soulevée à plusieurs reprises, qui a mené plusieurs tentatives révolutionnaires, malgré les trahisons des dirigeants sociaux-démocrates du SPD, et en même temps le manque d'expérience du jeune parti communiste, le KPD, qui attirait celles et ceux qui voulaient un parti pour aller jusqu'à la prise du pouvoir révolutionnaire, comme en Russie. Cette classe ouvrière, pendant toute cette période, elle a engagé de nombreux combats, des tentatives de prise de pouvoir, des grèves générales, comme par exemple contre l'inflation en 1923. Et le KPD, qui veut la conduire à la révolution, a été lui-même décapité à plusieurs reprises par la répression. On a parlé d'exécution tout à l'heure, mais beaucoup aussi d'emprisonnement. Et même, il a été interdit pendant quelques mois. Alors, ce dynamisme de cette classe ouvrière et de ce jeune parti communiste, il va rentrer en contradiction avec ce que va décider Staline à Moscou, qui, dans la même période, lui, va prendre un grand tournant, puisqu'il va proclamer que c'est le moment de construire le socialisme dans un seul pays. En réalité, cette expression et cette politique, c'est une trahison totale du communisme et de l'internationalisme pour satisfaire la nouvelle couche dirigeante de l'État soviétique, une bureaucratie qui aspire à s'installer et à profiter de ses privilèges, et qui va faire de Staline son chef suprême. Pour cette bureaucratie, qui va donc usurper le drapeau communiste, la révolution mondiale, c'est plus à l'ordre du jour. Ce qui importe, c'est de stabiliser son pouvoir, consolider l'URSS. Et pour cela, elle va mettre à son service les partis communistes par le relais de la Troisième Internationale, et ils vont être mis au service donc de ses objectifs. Trotsky et ses camarades, comme d'autres militants les plus radicaux, internationalistes, révolutionnaires, sont exclus, pourchassés, tués, et Staline est d'ailleurs pour la première fois celui qui utilise dans le mouvement ouvrier le crime, le meurtre, la puissance de l'État pour imposer sa politique. Alors pour revenir à l'Allemagne, comment ça se traduit? Par des zigzags politiques incompréhensibles qui désarment complètement la classe ouvrière. Après avoir défendu au début des années 20 une politique de front unique, c'est-à-dire d'unité du mouvement ouvrier après l'échec de la vague révolutionnaire, politique qui était quand même bien difficile à admettre avec un SPD qui avait fait assassiner peu avant les principaux dirigeants révolutionnaires, Staline va imposer quelques années après, en 1928, un cours complètement opposé,
la priorité, c'est la lutte contre la social-démocratie, qui est désignée comme le principal ennemi, alors qu'elle organise encore des millions de travailleurs dans le monde. En Allemagne, il faut la désigner comme social-fasciste, hein, et le KPD va s'appuyer pour justifier ça, mais en réalité sur aussi des actes menés par cette social-démocratie, puisque par exemple, encore en 1929, lors du 1er mai à Berlin, la police, qui est contrôlée par le SPD, va réprimer très durement les manifestations et tuer près de 30 militants communistes lors des manifestations de ce 1er mai. Alors dans ce contexte, la crise de 29, hein, qui frappe très brutalement l'Allemagne, va avoir évidemment des conséquences très graves. Très rapidement, des millions d'ouvriers se retrouvent au chômage, hein. On estime qu'ils sont 6 millions totalement au chômage en 1931, plus 8 millions partiellement au chômage. Donc 14 millions, c'est énorme. Et des millions de petits bourgeois, artisans, commerçants sont eux aussi ruinés et déclassés. Alors face à cette situation, la bourgeoisie, elle va d'abord faire appel à des gouvernements de plus en plus autoritaires. Centristes d'abord, avec des socialistes, des conservateurs, de plus en plus d'anciens hauts gradés de l'armée, hein, sous la présidence du maréchal Hindenburg. Et la République va peu à peu se vider, hein, de tout contenu, de tous ses droits démocratiques, et ça va être une succession d'attaques contre les travailleurs et les chômeurs, d'attaques contre les droits démocratiques, et en même temps de subventions massives pour les banques et la grande industrie. Hein, l'État rachète toute une partie du capital de la bourgeoisie allemande. Alors, face à cette offensive, les travailleurs ne restent pas l'arme au pied, hein. Des dizaines de milliers d'ouvriers et de chômeurs rejoignent le KPD révolutionnaire. Ils vont être plus de 200 000, hein, dans ce parti communiste en 1931. Et des centaines de milliers sont aussi encore organisés dans les rangs du Parti socialiste et des millions dans les syndicats. Et des groupes armés ouvriers sont aussi très nombreux et constitués. Dans le même temps, le parti nazi, lui aussi, connaît une progression très importante, puisque, pour donner là aussi 2 chiffres, début 1930, les sections d'assaut comptent environ 100 000 membres, et en 1932, 2 ans après, elles sont plus de 400 000. Donc ça va être des progressions et une radicalisation des deux côtés très importante. Ces SA, elles font le coup de poing contre les grèves et les organisations ouvrières. Des centaines de militants ouvriers sont d'ailleurs assassinés par les SA pendant ces années-là. Et face à ces troupes, les forces du mouvement ouvrier restent divisées. Le SPD, de son côté, qui avait sauvé à plusieurs reprises la bourgeoisie de la Révolution, ne veut pas voir qu'il sera à son tour éliminé par le fascisme s'il arrivait au pouvoir. Et il refuse plusieurs actions communes avec le KPD, notamment un appel à la grève générale quand Hitler va être nommé chancelier. Le KPD, lui, de son côté, avec la politique dénonçant le social-fascisme, refuse aussi toute politique régulière de front unique au nom de ses crimes et de sa complicité avec l'État bourgeois, alors que ce SPD continue d'organiser des centaines de milliers de travailleurs. Une politique de front unique, cela aurait pu être la mise en œuvre d'une défense armée et commune des organisations ouvrières et démocratiques, et en même temps une politique révolutionnaire offensive des communistes pour arracher des milliers d'ouvriers à l'influence du SPD et les gagner à la perspective de conquérir le pouvoir pour le renversement du capitalisme, parce qu'à ce moment-là, c'est en réalité la seule perspective qui aurait pu mettre un coup d'arrêt à l'engrenage infernal de la montée du fascisme et de la marche vers la guerre. Donc cette politique-là n'a absolument pas été menée. Le KPD, sous son influence stalinienne, avait en fait renoncé à la perspective révolutionnaire. C'était plus ce qui était au programme de la Troisième Internationale. Il ne se situait que sur le terrain défensif, prétendant attendre le bon moment. Il y avait même des raisonnements du genre « après les nazis au pouvoir, ils vont se casser la gueule, ce sera notre tour », enfin tout un tas de folies. Et pire voir, il a même mené quelques actions parallèles avec le parti nazi, comme un vote de motion de censure, une grève dans les transports, enfin des trucs assez catastrophiques, et une politique qui ne pouvait conduire qu'à une défaite sans combat. Alors dans cette situation d'extrême tension des rapports de force, des affrontements entre les classes, eh bien la bourgeoisie commence à avoir, je vois que je prends beaucoup de temps, une partie de la bourgeoisie commence à avoir d'un bon œil et à financer
ce parti nazi qui affronte les ouvriers et leur parti, qui encadre la petite bourgeoisie ruinée et qui prétend en finir avec la démocratie. Elle a bien compris les rapports de force, cette bourgeoisie, et le fait que la propagande nationaliste et le ralliement des sommets du mouvement ouvrier comme avant 14, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour préparer la marche à la guerre. L'armée, avec le traité de Versailles, elle est limitée à 100 000 hommes et elle n'aura pas la force non plus de contenir cette classe ouvrière qui aspire à la révolution. Et puis il est temps aussi pour cette bourgeoisie de remilitariser le pays pour faire face à la concurrence internationale, ce qui implique d'avoir un pouvoir suffisamment fort pour oser défier les diktats des vainqueurs de 1918. Et le parti nazi, à ce moment-là, il apparaît comme celui qui en est capable. Et la bourgeoisie va faire le calcul qu'elle pourra garder le contrôle sur lui et elle décide de le financer. À l'exemple, par exemple, de Fritz Thyssen, qui est un des magnats de la métallurgie allemande à ce moment-là, qui est un des premiers à avoir financé Hitler, même avant le putsch de 23, et qui va être rejoint ensuite par de nombreux autres. Alors, aux élections de novembre 1932, je saute quelques points, mais le parti nazi est pour la deuxième fois le premier parti du pays. Alors, juste une petite parenthèse par rapport à beaucoup de choses qui courent, le parti nazi n'a jamais été majoritaire aux élections en Allemagne. Il a été le premier parti avec 33% des voix, 11,7 millions de voix. Mais à ce moment-là, par exemple, il est plutôt en petit repli, il vient de perdre 2 millions de voix sur 11, c'est pas rien, par rapport à des élections qui avaient lieu 4 mois auparavant. Et le KPD, lui, progresse fortement, atteignant à ce moment-là 6 millions de voix. Alors devant cette situation de radicalisation extrême de l'opinion qui se reflète dans ces élections, la grande bourgeoisie va prendre ses responsabilités et on peut craindre le pire. Les 38, je crois que c'est 38 plus grands patrons du pays écrivent à Hindenburg pour lui demander de nommer Hitler chancelier avec ses 33% de voix de députés de voix et de députés au Parlement. Ce qui va devenir donc en janvier 1933. À ce moment-là, Trotsky écrit le fascisme s'est hissé au pouvoir sur le dos de la petite bourgeoisie, dont il s'est servi comme d'un bélier contre la classe ouvrière et les institutions de la démocratie. Mais le fascisme au pouvoir n'est en aucun cas le gouvernement de la petite bourgeoisie. Au contraire, c'est la dictature la plus impitoyable du grand capital monopoliste. Et en fait, tout est en place à ce moment-là pour que la dictature fasciste puisse alors remplir sa véritable mission historique, préparer la guerre, préparer la marche à la Seconde Guerre mondiale. Devant cette faillite totale du mouvement ouvrier, Trotsky va œuvrer pour regrouper les révolutionnaires dans une nouvelle internationale, la 4e. Il va décrire ensuite le nazisme et le stalinisme comme deux étoiles jumelles, c'est son expression, qui, malgré leurs intérêts opposés, vont signer un pacte de non-agression, ils vont se laisser réciproquement envahir la Pologne, les pays baltes, la Finlande, l'un pour éviter un front qu'ils n'auraient pas pu tenir à l'Est, et l'autre pour repousser une guerre à laquelle ils n'étaient pas prêts. On connaît la suite de cette tragédie, l'écrasement du mouvement ouvrier, dès le début de la dictature, la liquidation de la République bourgeoise, l'interdiction de tous les partis, les lois anti-juives, les pogroms, la militarisation de toute la société pour marcher vers la guerre, une folie monstrueuse qui ira jusqu'au génocide des Juifs d'Europe et des Tziganes, et qui fera entre 50 et 70 millions de morts, c'est-à-dire quand même près de 3% de la population mondiale de l'époque. Alors la seule force qui aurait pu s'opposer à la guerre, c'était bien la classe ouvrière, et à l'approche de la guerre, en fait, elle n'a pas manqué d'engager des luttes sur tous les continents, aux USA, en Europe, dans les pays colonisés. Entre 1934 et 1939, il va y avoir plein de soulèvements, de grèves, de révoltes, voire de vraies révolutions comme en Espagne, ou des situations où tout aurait pu basculer, comme en France, avec les grèves, avec occupation des usines en juin 1936, des luttes dont la victoire a été systématiquement empêchée par la social-démocratie, la politique stalinienne, les responsabilités syndicales aussi. Alors, ce n'est pas le sujet de les développer ici, mais on ne peut pas discuter de tout ça sans marquer ces points-là. Alors, j'arrête sur ce retour historique pour passer la parole à Christine sur l'actualité, mais l'objectif de ce retour, c'était un peu d'esquisser les éléments clés de la situation de cette époque, parce qu'on y voit pas mal de ressemblances avec des faits actuels, en fait. Ressemblances des partis d'extrême droite,
des situations économiques et des tensions internationales qui ont des traits communs, des similitudes inquiétantes de fait, qui aident à prendre la mesure des dangers bien réels aujourd'hui, mais qui ne doivent pas non plus nous dominer, parce que d'abord, Christine le disait en introduction, ce passé n'existe plus tel qu'il est, le monde s'est profondément transformé, et puisque ce qui compte réellement, ce n'est pas la similitude de tel et tel élément et une addition de similitudes, mais c'est un tableau d'ensemble et le mouvement, les rapports de force de la lutte des classes qui relient ces événements. Et là, la situation du mouvement ouvrier, pour prendre que ce point-là, est complètement différente aujourd'hui avec ce qu'il était dans les années 30. Alors, une dernière citation de Trotsky, où il écrit que la signification historique du fascisme est qu'il doit écraser la classe ouvrière, détruire ses organisations, étouffer la liberté politique, et cela précisément au moment où les capitalistes sont incapables de continuer à dominer et à diriger par l'intermédiaire du mécanisme démocratique. Alors cette citation, pourquoi je la prends? Parce que c'est pour voir comment on se pose les problèmes. Et cette analyse, elle nous aide à voir les problèmes qui se posent à nous. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les rapports de force actuels? Vers où peuvent conduire les bouleversements du monde et le développement d'un capitalisme en cours de faillite? Et puis aussi, bien sûr, quelles sont les possibilités pour la classe ouvrière d'y opposer d'autres perspectives? Et là-dessus, c'est ce dont on va discuter maintenant avec Christine. Alors j'embraye donc, durant les 70 ans qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, le capitalisme s'est transformé à travers les révolutions et les luttes de classe. Alors d'abord la grande vague des révolutions coloniales bourgeoises qui ont abouti à l'intégration des anciennes colonies dans le marché capitaliste mondial, et puis l'effondrement de l'URSS et l'éclatement du glacis soviétique. Et c'est dans ce monde qui a été complètement bouleversé dans l'après-guerre que les classes dominantes, confrontées à la crise dans les années 70, ont lancé leur brutale offensive contre les travailleurs et les peuples pour relever les taux de profit. Ce qui s'est fait sous l'égide de Thatcher en Angleterre ou de la gauche mitterrandienne en France, pour faire tomber tous les obstacles à la circulation du capital et baisser le coût du travail en attaquant les droits démocratiques et sociaux des travailleurs. Alors c'est cette offensive du capital qui a abouti à la mondialisation libérale, au capitalisme financier mondialisé actuel, et qui a transformé le monde bipolaire de l'après-guerre qui était structuré par l'opposition USA-URSS en un monde multipolaire dans lequel l'émergence des nouvelles puissances comme la Chine et les pays qu'on dit aujourd'hui émergents, l'Inde, l'Iran, le Brésil, etc., contestent l'hégémonie américaine. Alors ce capitalisme financier mondialisé, il a transformé le vieil impérialisme qui était né au début du XXe siècle et il a imposé la domination des multinationales qui soumettent les États à la défense de leurs intérêts, mais dans un marché mondial où la concurrence fait rage pour l'appropriation des richesses et de la plus-value tirée de l'exploitation des travailleurs et des peuples. Alors l'offensive des classes dominantes, elle est d'autant plus violente et dévastatrice aujourd'hui que depuis la crise de 2007-2008, le capitalisme à bout de souffle a atteint les limites de la planète et ses possibilités d'expansion, et il ne peut plus réaliser ses profits aujourd'hui que sur la surexploitation des travailleurs et des peuples et des ressources de la planète. C'est un capitalisme qu'on dit de dépossession, qui exacerbe la concurrence à l'échelle mondiale, les tensions internationales, la montée du militarisme et les guerres, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. L'offensive des États-Unis pour leur domination, pour l'accaparement des richesses, est à l'origine, dès les années 90, des guerres d'Irak et d'Afghanistan, du chaos et de la dévastation d'ailleurs qu'ils ont semé dans tout le Moyen-Orient et ailleurs, et qui se poursuit aujourd'hui. C'est dans cette continuation que les guerres d'Ukraine et d'Israël, que les USA mènent par procuration, marquent un tournant,
un basculement vers un état de guerre généralisé, dont les étapes à venir sont la guerre contre l'Iran, qui est inscrite là dans la guerre d'Israël au Moyen-Orient, et puis en ligne de mire, la confrontation armée dont on ne sait pas ni les rythmes ni les formes qu'elles prendront, mais qui est inéluctable contre la Chine. Alors, tous les États sont en train de réarmer, ils font exploser leur budget militaire, ils tentent de militariser les populations en vue des affrontements à venir. Et ce capitalisme en décomposition, il nous entraîne dans la guerre permanente, la barbarie permanente, à laquelle il ne peut y avoir d'autre issue que par l'intervention des opprimés contre leur gouvernement pour prendre même en main la marche de la société. Or, cet état de guerre permanent, l'aggravation de l'exploitation des travailleurs et des peuples et la régression sociale, eh bien, les classes dominantes, elles ne peuvent l'imposer qu'en ayant recours à toujours plus d'autoritarisme, et puis recours aux forces réactionnaires et d'extrême droite, à toutes les formes d'intégrisme religieux. Donc toutes ces forces qui ont porté au pouvoir les Trump aux États-Unis et tout ce qu'on connaît, les Milley en Argentine, Meloni en Italie, Modi en Inde, et ces gouvernements-là et ces régimes imposent, par cet autoritarisme, des politiques libérales absolument destructrices au profit des multinationales qui ruinent partout les services publics, les protections sociales, les droits sociaux et démocratiques des travailleurs et qui dévastent la planète. Et la possibilité aujourd'hui que le Rassemblement national accède au pouvoir, ici donc seul ou allié à des forces de droite extrêmes, s'inscrit dans ces mêmes mécanismes-là et c'est une réelle menace. On a quand même vraiment aujourd'hui l'extrême droite aux portes du pouvoir pour mener ces politiques-là. Alors, la guerre sociale et la généralisation de la guerre militaire engendrent nécessairement la militarisation de la production et donc de la société, c'est-à-dire de fait des processus de fascisation. Et les mêmes causes qui avaient conduit au fascisme des années 30, cette exacerbation de la concurrence capitaliste et les rivalités entre grandes puissances qui ne pouvaient trouver d'autre issue que la guerre, eh bien, conduisent aujourd'hui aux mécanismes similaires de montée des forces réactionnaires, d'extrême droite, fascisantes, qui ne prennent pas et ne prendront pas les mêmes formes, mais qui nous posent quand même à nous de la même façon le problème d'y répondre et de leur opposer les forces du mouvement ouvrier et des peuples pour stopper cette fuite en avant à la généralisation des guerres et à la décomposition sociale. Alors cette offensive économique et sociale des classes dominantes, de la bourgeoisie, elle s'accompagne de l'offensive idéologique réactionnaire des classes dominantes et de tous ceux qui les servent, les politiciens, les médias, et je ne m'étendrai pas dessus, un relais vraiment de toute l'idéologie réactionnaire, les intellectuels, pour façonner l'opinion autour de la défense des intérêts et des besoins du capital et pour soumettre les esprits. La bourgeoisie, elle répond à sa propre faillite, à son incapacité à satisfaire les besoins sociaux, les besoins des populations, dans le respect de la planète, en dévoyant la colère de ceux qu'elle plonge elle-même dans la misère par le nationalisme, par sa démagogie souverainiste et xénophobe, par son racisme, et profondément enraciné dans son histoire coloniale, particulièrement ici, et par le sexisme, voilà, tout ce qui est vraiment, toutes les idéologies réactionnaires. Et ces classes dirigeantes, eh bien, elles cherchent des boucs émissaires, elles cherchent à nous diviser, à accuser, à distiller et attiser les haines contre les migrants, contre les immigrés, contre les musulmans, présentés voilà, comme des menaces.
Et tout ça par les mêmes mécanismes qui sont comparables à ce qu'on avait vu dans la période des années 30, c'est-à-dire en s'appuyant sur les ressentiments, sur les frustrations, sur la peur de l'avenir, et puis aussi le sentiment de déclassement d'une fraction de la petite et de la moyenne bourgeoisie, voire d'une fraction des classes populaires, hein, qui se sont exprimées par exemple dans la rue avec les gilets jaunes. Et ces classes dominantes et les responsables du gouvernement, eh ben, ils retournent la responsabilité de la violence de leur politique de régression sociale contre celles et ceux qui en sont les victimes, c'est-à-dire les jeunes des quartiers populaires et leurs familles. Alors là, c'est haro sur la jeunesse, et la jeunesse en général d'ailleurs, pas que des quartiers populaires, démission des familles, et puis ils retournent aussi cette violence contre les chômeurs et contre l'ensemble des pauvres. Et ils n'ont pas d'autre réponse à la révolte et à la contestation de leur politique que la criminalisation, la répression, la police, les tribunaux, l'armée. Alors on a vu les tribunaux d'exception et les condamnations vachement lourdes contre les jeunes, par exemple, qui se sont révoltés l'été dernier dans les quartiers populaires suite à la mort de Naël, l'assassinat d'ailleurs de Naël, et puis la répression brutale aujourd'hui contre ceux qui se révoltent contre le génocide de Gaza et contre le soutien du gouvernement à Israël. Condamnation donc du responsable CGT de l'Union départementale du Nord, Jean-Paul Delescaux, condamné à 1 an de prison avec sursis quand même et 5 000 € d'amende. Et puis on voit les convocations, les procédures judiciaires pour apologie de terrorisme contre les responsables politiques, comme Anas Kazib, ou ceux de la LFI avec Mathilde Panot ou Rima Hassan. Et puis, on a vu aussi, là, les interventions policières, quand même, musclées, quoi, et les arrestations d'étudiants à Sciences Po. Bon, voilà. Donc, c'est cette politique-là, menée par les classes dirigeantes, par le gouvernement, de stigmatisation des étrangers, des pauvres, sur le terreau de la régression sociale, c'est ça qui nourrit l'extrême droite et qui lui a profité jusqu'à l'amener aujourd'hui aux portes du pouvoir. Alors c'est une vieille histoire, depuis les années 80, les calculs électoraux pourris de Mitterrand, qui avaient permis, pour affaiblir la droite, les premiers élus du Front National, notamment dans les municipalités comme Dreux, la première, qui avait conduit donc au drame du 21 avril 2002 avec Le Pen au 2e tour. Et puis c'est toute la démagogie raciste et xénophobe menée depuis des décennies, donc depuis Mauroy qui parlait déjà du bruit et de l'odeur des... Non, c'est Chirac qui parlait du bruit et de l'odeur des immigrés. Mais enfin bon, Mauroy, Chirac, donc avec son bruit et ses odeurs. Mais voilà, c'était la grève des ayatollahs, à la grève de chez Chausson, je crois, qui était avec les ouvriers... pour beaucoup maghrébins, d'origine maghrébine. Et puis après, les mêmes politiques, Sarkozy, mais Hollande-Valls, et puis Macron aujourd'hui. Et à cette politique-là, donc, qui a nourri l'extrême droite, la gauche, elle y a largement contribué. Parce que la politique du PC, du PS principalement, du PC, soumise aux intérêts du capital, a repris ces mêmes préjugés racistes, nationalistes et xénophobes. Et c'est une politique de la gauche qui a détourné les travailleurs de leurs intérêts de classe et qui a quand même pour beaucoup contribué à la démoralisation et au recul de la conscience de classe dans le monde du travail. Et donc par son adaptation, toute cette gauche, en se soumettant à la pression du libéralisme, a contribué donc à la montée de l'extrême droite.
Alors, et tous en prétendant justement combattre l'extrême droite. Hein. C'est-à-dire que les gouvernements qui se succèdent droite, de gauche depuis des décennies au pouvoir, et Macron Attal aujourd'hui, ils prétendent combattre l'extrême droite en reprenant ses idées et en faisant sa politique. Ils prétendent lui opposer les libertés et la démocratie républicaine, alors qu'ils mènent au pouvoir des politiques autoritaires, liberticides, qu'ils ont redoublé d'attaques contre les droits démocratiques, qui mènent des politiques sécuritaires, répressives, de contrôle. Ils n'ont plus recours qu'au 49.3. Et les lois, toute la succession, des lois anti-immigrés, anti-terroristes, de sécurité globale, tout ça, toutes ces politiques-là ont vidé de tout contenu la démocratie parlementaire. Et la crise politique qui a liquidé de fait les vieux partis de l'alternance gauche-droite, donc LR, le PS, tout ça a conduit à l'arrivée au pouvoir d'une ni droite ni gauche de Macron, et à un exécutif autoritaire et répressif qui pave la voie au Rassemblement national. Alors, toute l'évolution de la situation politique ruine une idée qui est assez souvent reprise, que le Rassemblement national, ça ne serait pas un parti comme les autres, qu'il aurait une nature particulière, fasciste, c'est-à-dire qu'il serait un parti qui le différencierait des autres partis républicains et qui en ferait un danger encore pire pour les travailleurs. Alors, la faillite, justement, et l'effondrement des partis parlementaires qui menaient l'alternance droite-gauche, et la fuite en avant réactionnaire de Macron, et puis de toute la droite, de Ciotti, enfin, toute cette droite extrême, eh bien, en fait, tout ça a changé la donne. Et ce qui était le front, on va dire, républicain, ce front dit républicain, qui avait permis la victoire de Chirac en 2002, mais qui a permis aussi la victoire de Macron contre l'extrême droite. Tout ça a fait place aujourd'hui à un front réactionnaire qui va de Macron au Rassemblement national aujourd'hui, et qui cherche d'ailleurs son leader. Et Attal, tout comme Bardella, sont pareillement dans la course à prendre la tête et le leadership de ce bloc réactionnaire. Oui, et donc le Rassemblement national, il n'est pas différent sur le fond des autres partis. Il mène comme les autres une politique qui est une politique qui est sur le fond libéral, au service des intérêts du grand capital et des classes dominantes. Et d'ailleurs, il postule pour le compte de ce grand capital à accéder aux affaires et dans le cadre des institutions. Il n'est pas du tout anti-système, y compris les institutions européennes, où les besoins actuellement du capital imposent d'ailleurs à toute l'extrême droite européenne de voter les traités de libre-échange. Alors qu'ils prétendent, en France, toute l'extrême droite prétend, et toute leur démagogie protectionniste en tous les cas, prétend combattre. D'ailleurs, le Rassemblement national a abandonné le Frexit, et Bardella, il défend une Europe, bien sûr souverainiste, qui doit hérisser les frontières encore plus élever les frontières de Schengen, mais malgré tout, ils ont dû s'adapter à cette Europe qu'ils ne peuvent pas combattre pour servir les intérêts du grand capital. Alors, il y a bien une dédiabolisation du Rassemblement national, c'est vrai, depuis 1972, parce qu'à l'époque, la création du Front national s'était faite à l'instigation de Jean-Marie Le Pen, entre autres, qui avait cherché et rassemblé tous les groupes fascisants, Barbouze, groupes fascisants Ordre Nouveau, les anciens de l'Ouest issus de la guerre d'Algérie, voilà, dans un même front national,
mais qui, par la suite, donc, s'est intégré jusqu'à aujourd'hui, avec Marine Le Pen, une intégration totale aux institutions de la République, et voilà, une intégration au parlementarisme, on va dire, institutionnel. Alors, cette évolution du Rassemblement national, cette dédiabolisation, ça ne minimise pas, bien sûr, l'aggravation de la situation pour les travailleurs si le RN arrivait au pouvoir, ou seul, ou en faisant alliance avec une fraction de la droite la plus réactionnaire, et s'il arrivait à cristalliser justement un bloc réactionnaire qui arriverait à exprimer et à instrumentaliser à une échelle de masse cette exaspération, ce sentiment de déclassement, de peur due à la dégradation sociale d'une fraction de la petite bourgeoisie, de la moyenne, voire d'une fraction de la classe ouvrière, et qui tenterait donc de la retourner contre le mouvement ouvrier. Alors ça, c'est un réel danger, et tout parti parlementaire qu'il est aujourd'hui, c'est une évolution possible qui serait grave pour l'ensemble du mouvement ouvrier. Et Bardella, d'ailleurs, a dit dernièrement là, à Perpignan, où il a fait son premier meeting électoral pour les européennes, on agrège une France en colère et les inquiétudes de Français pour qui, pendant longtemps, tout allait bien. Et oui, donc il surfe sur toutes ces peurs et bon. Et ça, donc, pour enrayer toutes ces possibilités, eh bien, il n'y a que le mouvement ouvrier, la jeunesse, l'ensemble des exploités, il n'y a qu'eux qui peuvent donner, nous, qui pouvons donner un coup d'arrêt à ces évolutions sociales et politiques en cours, en apportant nos propres réponses à la décomposition sociale, et les seules réponses, c'est l'internationalisme et le socialisme. Page. Voilà, alors, mener ces batailles-là pour le mouvement ouvrier, ça pose le problème de la reconstruction du mouvement ouvrier, qui est inscrite, cette reconstruction du mouvement ouvrier, même si elle ne sera pas automatique, mais dans l'affrontement de classe qui a commencé à l'échelle internationale, entre toutes les forces réactionnaires, mais en même temps aussi toutes les luttes progressistes des peuples, des travailleurs. Parce que le mouvement ouvrier, c'est les leçons de l'histoire, c'est ce que nous disait François tout à l'heure, il a subi des défaites historiques, trahi par la social-démocratie depuis la guerre de 14 et par la suite le stalinisme, qui ont permis la victoire du fascisme dans l'entre-deux-guerres, puis la guerre, la faillite des organisations du mouvement ouvrier a laissé le terrain aussi aux bourgeoisies nationales dans la grande vague de révolution coloniale qu'il y a eu dans l'après-guerre et qui se sont avérées être une impasse pour l'émancipation des peuples. Bien sûr, se sont construits des États indépendants, mais des États de classe et qui jouent aujourd'hui leur jeu dans le marché mondial, on va dire, et les relations internationales. Et aujourd'hui, après avoir accompagné, mené directement au pouvoir les politiques libérales de ces dernières décennies, le PS, il est totalement intégré, il n'a plus aucun rapport avec le monde du travail, il est devenu de fait un parti qui ne vit plus que dans les institutions de l'État. Et l'effondrement de l'URSS et les mêmes politiques d'accompagnement des réformes libérales ont conduit aussi à l'effondrement du PC et du coup à un repli des luttes des travailleurs sur le terrain syndical, puisqu'aujourd'hui c'est de fait le syndicalisme qui structure principalement le mouvement ouvrier. Mais bon, avec des directions syndicales qui refusent l'affrontement avec la bourgeoisie, sont complètement intégrées aussi dans le dialogue social et ne peuvent pas représenter une issue politique pour les travailleurs.
Bon, de même, hein, la gauche radicale institutionnelle, donc, qui est née suite à l'effondrement des partis traditionnels de la gauche, avec sa principale composante LFI, a évolué vers un nationalo-souverainisme qui peuvent bien appeler protectionnisme de gauche ou solidaire, mais qui n'en reste pas moins qu'un protectionnisme et un souverainisme. Et la LFI peut bien condamner aussi les politiques migratoires de Darmanin, mais elle n'en remet pas en question le fond, hein, puisqu'elle défend le fait qu'il doit y avoir une régulation des flux migratoires, de même qu'elle soutient l'économie de guerre, hein, puisque les députés de la LFI n'ont pas voté directement les crédits de guerre de Macron, mais avaient un budget militaire de milliards aussi alternatif et qu'ils ont voté, et tout ça rentre dans la même logique et entretient beaucoup de confusion. Et le mouvement ouvrier, il ne pourra renaître que sur des bases d'indépendance de classe, c'est-à-dire un programme pour la transformation révolutionnaire de la société. Alors, cette bataille contre les forces réactionnaires, fascisantes, les intégrismes religieux, contre l'extrême droite, elle ne peut pas se mener sans s'attaquer aux causes, c'est-à-dire le capitalisme. On peut pas, cette lutte-là est indissociable de la lutte contre le capitalisme. Et c'est pour ça que cette bataille-là, elle ne peut pas être une bataille défensive, ni une bataille spécifique, la bataille contre l'extrême droite, mais elle doit nécessairement s'inscrire dans la lutte pour le pouvoir des travailleurs. Alors, combattre cette extrême droite et les forces fascisantes, ça ne relève pas d'un combat singulier que mènent certains contre les groupuscules d'extrême droite ou de nazillons nostalgiques de la croix gammée, comme il en existe, où ça ne peut pas relever non plus de simples proclamations antiracistes et internationalistes, aussi louables soient-elles. Mais cette lutte-là, elle suppose la contre-offensive des travailleurs et de la jeunesse pour prendre eux-mêmes en main, pour qu'on prenne nous-mêmes en main la marche de la société. C'est la seule alternative, la seule lutte possible contre l'extrême droite. Et c'est cette perspective que nous, les révolutionnaires, nous défendons, en participant à la lutte des classes telle qu'elle se déroule aujourd'hui, en essayant d'aider à l'unité du monde du travail, à son organisation démocratique pour ses luttes, pour la conquête du pouvoir. Alors, dans cette lutte-là, il s'agit aussi pour le mouvement ouvrier de gagner les travailleurs et puis toutes celles et ceux qui votent ou se tournent aujourd'hui vers l'extrême droite, tous ceux qui nous disent on va voter pour ceux qu'on n'a pas encore essayé. Donc il s'agit de s'adresser à tout cela et de les gagner à leurs propres intérêts en formulant des réponses à la faillite capitaliste sur le terrain de la lutte des classes. Et il s'agit aussi de s'adresser à toutes les couches de la petite bourgeoisie prolétarisée et paupérisée, les gilets jaunes, les petits agriculteurs menacés de ruine, qui n'ont pas d'autre issue comme nous, tout comme l'ensemble du monde du travail, que la fin de la domination des multinationales, du capital et de la finance, et que la solidarité internationale des travailleurs. Alors nous, les révolutionnaires, nous cherchons à nous adresser à toutes celles et ceux qui s'organisent justement dans les cadres démocratiques unitaires, antiracistes, contre l'extrême droite, quels qu'ils soient, mais on n'y participe pas en tant que coalition d'organisation, en faisant alliance avec les appareils de la gauche qui y sont aussi, mais pour œuvrer au regroupement et à l'unité des travailleurs. C'est de cette façon-là que nous y participons et que nous y défendons nos idées en toute indépendance de classe. Et nous, on inscrit, il y a des aspects spécifiques de la lutte contre l'extrême droite ou les groupuscules fascisants quand ça se pose, quand ils attaquent des locaux ouvriers. Bon, aujourd'hui, ils en sont
qui a attaqué aussi, il n'y a pas que les graffitis, c'est aussi des attaques directes. Et quand ça se pose de cette façon-là, bien sûr, il y a un côté spécifique à lutter contre ça, mais on inscrit ce combat-là dans le combat global pour la démocratie, en toute indépendance de classe, et puis avec nos propres moyens. C'est-à-dire, pour nous, l'autodéfense des travailleurs et de la population par eux-mêmes. Et ça, ce n'est pas une question technique, c'est une question politique, c'est-à-dire l'auto-organisation dans les quartiers, sur les lieux de travail. Et ça, à l'opposé un peu du substitutionnisme, on va dire, du mouvement antifasciste, qui souvent se substitue à l'organisation des travailleurs et de la population par eux-mêmes, et qui limite souvent son action à l'affrontement avec les groupuscules de nazillons ou à chercher des fois simplement faire interdire des meetings de l'extrême droite. Nous inscrivons cette lutte contre l'offensive des forces réactionnaires et d'extrême droite dans le cadre de la politique globale du monde du travail contre les classes dominantes et l'État. Alors cette lutte, évidemment, pour le pouvoir, pour la prise en main de la marche de la société par les travailleurs eux-mêmes, ça nécessite de s'organiser, ça nécessite de construire un parti, non pas par en haut pour dire aux travailleurs ce qu'il faut qu'ils fassent, on n'a pas de bonne parole à apporter aux travailleurs, mais bien par en bas, en participant justement aux luttes des travailleurs et de la jeunesse, telles qu'elles se déroulent aujourd'hui. Et on a besoin d'un parti ouvert et démocratique, internationaliste, qui défende la perspective de l'affrontement global avec la bourgeoisie, avec un programme pour la prise du pouvoir, mais qu'il nous faut construire tous ensemble, toutes celles et ceux qui veulent changer le monde. Alors, tout ça, comment Comment Eh bien, en faisant partout de la politique. C'est-à-dire le combat syndical, aussi radical soit-il, il ne suffit pas. Il faut qu'on fasse de la politique partout, qu'on défende nos intérêts partout, bien sûr dans les syndicats, mais dans nos assemblées générales interpro, partout où on intervient. Il s'agit de mener un combat politique. Et donc, pour l'extrême gauche, avec toute son expérience militante, historique, mais dont toute l'histoire est prisonnière de l'opposition à la social-démocratie et au stalinisme, ça veut dire une vraie révolution. C'est surmonter les divisions, les sectarismes, se débarrasser des mythes du passé, qui deviennent bien souvent des dogmes qui n'ont plus beaucoup de sens, sortir des formules toutes faites, et il faut penser le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, avec les luttes de classe telles qu'elles se déroulent aujourd'hui, les rapports de force. On n'est plus dans cette période passée des années 30, de tout le passé du mouvement ouvrier. Et donc, ça demande un travail qui est nécessairement, qui sera et qui doit être nécessairement collectif, qui nécessite de rassembler nos forces, toutes les forces révolutionnaires. Personne actuellement dans les organisations d'extrême gauche ne détient une vérité qui sera la vérité nécessairement hors sol, mais donc il est nécessaire qu'il y ait une discussion large qui se mène non seulement au cœur et au sein du mouvement révolutionnaire, mais avec l'ensemble des travailleurs et de tous ceux qui veulent changer le monde, pour apporter et construire des réponses à la hauteur des nécessités que nous impose aujourd'hui la situation. Alors, si la possibilité de nouveaux régimes d'extrême droite participant des logiques de militarisation de la vie sociale et de la production est une menace bien réelle, il n'y a aucune fatalité, dans le sens où l'offensive libérale de la bourgeoisie et l'évolution du capitalisme financier mondialisé ont créé de fait les conditions de nouvelles révolutions.
Et il y a aujourd'hui une révolte, voilà, ces révolutions, elles viendront de la révolte profonde des peuples, d'une génération de jeunes, de travailleurs, voilà, qui ne sont plus dominés par les appareils sociodémocrates et staliniens, et qui sont confrontés à la violence capitaliste et à ses effets dévastateurs. Et la classe ouvrière, bon, qui a reculé, certes, dont la conscience de classe a reculé, en fait, loin d'être défaite, elle est aujourd'hui en pleine expansion de fait et en plein développement à l'échelle internationale, tant sur le plan numérique que culturel. Et cette classe ouvrière partout, elle mène des luttes pour ses droits sociaux et démocratiques, contre l'autoritarisme et l'obscurantisme, contre les préjugés racistes et contre le patriarcat, qui prennent des formes nouvelles et puissantes, comme le mouvement des femmes, par exemple, à l'échelle mondiale. Et tous ces mouvements-là, progressistes, portés par les nouvelles forces du monde du travail, eh bien, transforment les consciences et font apparaître la nécessité d'une autre organisation sociale et la possibilité d'en finir avec la domination de la classe capitaliste et de toutes les idéologies réactionnaires et fascisantes qu'elle engendre. Et il y a une réelle possibilité du socialisme.